La semaine dernière, nous avons suivi les premiers pas de Shenetome dans le monastère de Saint-Paul ou de Der el-Bahrit, dans son apprentissage de l'écriture, et avons passé en revue les autres exercices qui ont été retrouvés sur ce site. Alors, l'éclatement de la documentation, dispersée sur plusieurs emplacements du site archéologique, ne nous a pas permis de suivre un même élève dans les différentes phases de son apprentissage. Si les ostraquins ont le mérite de nous montrer sur le vif les efforts, on l'a vu parfois très laborieux, d'un élève qui tente de mettre par écrit ce que le maître lui apprend ou lui montre, ils ne permettent pas de saisir les exercices dans leur progression et ainsi de comprendre les méthodes pédagogiques suivies par les enseignants. Seul un cahier de maître ou d'élève, avec des exercices qui se suivent sur la durée, peut combler cette lacune. C'est ce que nous avions réussi à faire l'an dernier avec, il y a 2 ans, avec, vous vous souvenez peut-être, le papyrus Bourrian, datable, on avait vu autour du VIe siècle, dont les 11 folios écrits qui nous sont parvenus, soit 21 pages, nous ont donné la possibilité de suivre dans leur continuité et dans leur progression les cours donnés par un maître à des élèves qui apprennent à lire et à écrire et qui vont même jusqu'à recevoir une première initiation à la littérature grecque. Ce type de document est absolument essentiel pour éclairer le plus justement possible la pédagogie de l'Antiquité et, je dois dire aussi, d'un point de vue méthodologique, nous éviter d'avoir recours à des documents disparates que l'on assemble les uns aux autres de façon artificielle. Mais le problème, c'est que ce type de document est assez rare. En avons-nous l'équivalent pour l'enseignement copte? Alors, jusqu'en 2011, nous n'avions qu'un cahier qui puisse vraiment rivaliser avec le papyrus Bourrian, encore qu'il soit moins volumineux. Il s'agit, comme le papyrus Bourrian, d'un codex de papyrus acquis par la collection du Michigan en 1922 sur le marché des antiquités, qui proviendrait, selon les dires du vendeur, d'Aritz, autrement dit de l'ancienne Théadelphie. Donc nous sommes dans le Fayoum. Site qui a été occupé depuis l'époque ptolémaïque jusqu'au IVe siècle après Jésus-Christ. L'écriture de ce codex pourrait justement dater de la fin de cette période d'occupation, donc du IVe siècle. Alors malgré son intérêt, ce cahier a été trop rapidement publié par Elinor Husselman en 1947 sans aucune photo. Alors je dois dire que je ne pensais pas m'arrêter sur ce cahier, mais j'ai réussi à obtenir des photos de la collection du Michigan, des photos qui permettent de combler un peu les lacunes de l'édition Princeps. Et je voudrais en remercier Monica Tsuneishi et Brendan Hawke, respectivement directrice et archiviste de la collection. Et du coup, je vais m'arrêter quelques minutes et vous montrer les photos de ce cahier. Alors, si on s'en rapporte aux constatations du premier éditeur, qui a pu l'observer avant qu'il ne soit mis sous verre, eh bien, le codex était probablement composé de 4 feuilles doubles. Vous avez le schéma sur la gauche à l'écran. Alors, sur la première page, ce que je pense être la première page, malgré ce qu'en dit l'éditeur qui rejette le contenu à la fin, eh bien, quelqu'un a tracé tête bêche par rapport au reste du cahier, un alphabet sans les lettres coptes précédées d'un autre incomplet et avorté. Alors, comme vous pouvez le voir sur l'écran, la main est très malhabile et commet de nombreuses erreurs. Alors, les folios suivants sont occupés, là encore, on retrouve les mêmes exercices par un syllabaire. Alors, on commence avec des syllabes bilitaires, trilitaires et quadrilitaires, avec uniquement des lettres grecques. Et il faut attendre le folio 4 pour que l'on ait, cette fois-ci, des syllabes
avec des lettres coptes. Donc ce sont en fait, après une colonne qui donne les, je ne sais pas si vous le voyez ici, les lettres coptes, eh bien on a une nouvelle série de syllabes trilitères dont la dernière consonne doit être obligatoirement copte. Hein, et on le voit très bien sur l'écran. Là, vous avez un chai, etc. Et vous avez les différentes lettres coptes qui défilent. Alors, ce qui est intéressant dans ce syllabaire, nous offrant un rare exemple suffisamment développé, c'est de voir que les maîtres coptes pouvaient emprunter les exercices de syllabation, je l'ai déjà dit, tels que conçus par les maîtres grecs, sans chercher à les modifier, tout en développant à part une autre série d'exercices de syllabation faisant intervenir, cette fois-ci, les lettres coptes. Autrement dit, ils n'ont pas cherché nécessairement à copticiser. Alors là, c'est un néologisme que j'ai déjà eu l'occasion d'utiliser. Peut-être que je devrais plutôt utiliser le terme de coptiser, qui est aussi un néologisme, qui est aussi plus en harmonie avec le génie de la langue française. Donc les maîtres n'ont pas cherché nécessairement à coptiser les syllabaires grecs en fusionnant les syllabes purement grecques avec celles contenant des lettres coptes, mais ont préféré, comme ici, développer un syllabaire avec les lettres coptes, mais de façon complètement indépendante. Et après les syllabes, eh bien, les mots classés par syllabes. Alors ici, on a une seule colonne dédiée à cet exercice avec une liste de 7 mots dissyllabiques, commençant par un bêta et dont la dernière syllabe comporte à tour de rôle une des 7 voyelles grecques, comme dans la tablette du musée copte que j'avais eu l'occasion de vous montrer déjà. Alors la colonne continue avec une série de noms propres, néo- ou vétérotestamentaires, mais qui commencent par des lettres différentes et dont le nombre de syllabes varie. Sur le même feuillet, à droite, eh bien, on passe à un autre stade, celui des textes suivis. Comme dans le papyrus Bourrion, les listes de mots sont suivies par des textes littéraires. Ici, 2 textes ont été choisis, témoignant de la christianisation et de ces textes modèles dans l'enseignement de l'époque. On a l'épître aux Romains, le début de l'épître aux Romains, et le début de Job, dans leur traduction en copte, mais en copte boïrique, c'est-à-dire dans le copte du nord de l'Égypte. Il est difficile de justifier le choix de ces 2 textes, si ce n'est par le désir d'avoir un texte de chaque testament, de l'Ancien et du Nouveau Testament. Alors, pour conclure sur ce codex, nous voyons qu'il suit pas à pas les méthodes qui sont celles du papyrus Bourrion. Les seules différences sont dues à la place dérisoire donnée aux listes de mots, classés en nombre de syllabes, comme dans une grande partie des documents scolaires coptes, pour des raisons que j'ai déjà eu l'occasion de développer, qui sont dues à la phonologie, à la morphologie du copte. Et l'autre différence tient à la disparition des textes de nature profane au profit de textes bibliques. Alors, si jusqu'en 2011, nous n'avions principalement, je l'ai dit, que ce codex du Michigan pour suivre dans leur continuité des exercices scolaires relevant d'un enseignement copte, eh bien, l'apparition d'une nouvelle pièce, qui est aujourd'hui à Princeton, change complètement la donne. Si le cahier du Michigan est intéressant, le codex de Princeton que je vais vous présenter maintenant est véritablement exceptionnel et passionnant. Et pourtant, son caractère exceptionnel est inversement proportionnel à l'attention qu'il a reçue depuis qu'il a fait son apparition dans le monde de la papyrologie. Quoique connu grâce à la publication que lui a consacrée Scott Bucking en 2011, une publication qui a été précédée d'un article en 2006, eh bien, ce codex est bizarrement toujours inédit. Scott Bucking a donné une description du codex accompagnée des images de chaque page, mais a renoncé à en donner l'édition. Alors depuis, en dehors de compte rendu de cette publication que vous avez à l'écran, ce manuscrit n'a pas suscité beaucoup d'intérêt parmi les coptisants, je dirais même plus largement parmi les papyrologues,
ou les spécialistes de l'éducation antique. Et c'est bien dommage, car il est remarquable aussi bien pour la richesse de son contenu que pour sa qualité formelle. Aussi vais-je m'arrêter plus longtemps que je ne l'avais prévu sur cet exceptionnel cahier scolaire, et l'étude que je vais vous en proposer a pu bénéficier de la découverte, encore inédite, de 2 nouveaux feuillets qui sont dans une collection privée, et je dois à Aline Souchiou, que je remercie chaleureusement, cette information, ainsi que les images qu'il en a faites et qu'il m'a autorisé de vous montrer. Alors, il s'agit d'un codex de parchemin privé de reliure, constitué originellement, d'après la reconstitution que Backing en a donnée, de 92 folios, soit 184 pages, dont 53 folios, et là je prends en compte les 2 nouveaux feuillets, ou les 2 nouveaux folios, donc 53 folios, c'est-à-dire 106 pages, sont conservés. Alors, le parchemin est un matériau de luxe qu'on ne s'attend pas à trouver employé pour un cahier d'école. Sur les 412 entrées du corpus des documents scolaires de Cribioré, seuls 7 sont en parchemin. Et encore, s'agit-il souvent de chutes de parchemin remployés pour des cahiers de petite taille, comme ce petit cahier grammatical qui a été publié par Jacques Schwartz en 1948. Alors, les pages de notre codex sont, elles aussi, de petite dimension. La mieux conservée fait 11 cm 5 sur 9,5. Mais l'épaisseur de ce codex miniature, qui devait faire presque 200 pages, montre qu'on n'a pas voulu faire d'économie. La réalisation du codex témoigne, elle aussi, d'un désir de qualité. Il est constitué de 12 cahiers, de 4 doubles feuilles, autrement dit de ce qu'on appelle des quaternions, cahiers qui sont tous soigneusement numérotés, comme vous le voyez sur l'image, sur leur première et dernière page. On appelle ça des signatures de cahiers. C'est des choses que l'on retrouve dans d'autres manuscrits, comme celui-ci qui provient de Tis et qui est légèrement postérieur, enfin qui est postérieur au moins d'un siècle au nôtre, comme j'aurai l'occasion de le dire. Alors donc, vous voyez, signature de cahier, mais en même temps, chaque page est élégamment dotée d'une pagination qui est entourée, comme vous le voyez, d'une décoration qui est typique des manuscrits littéraires soignés, dont la tradition va durer longtemps. Et je vous ai mis quelques exemples parallèles. Donc il y en a un qui est contemporain, mais vous voyez que l'autre est du Xe siècle, et on retrouve exactement ce même type de décoration. Alors, l'écriture, quant à elle, est aussi soignée. C'est une écriture assez calligraphique, jouant sur les pleins et les déliés, dotant certaines lettres d'empattements décoratifs, et on ne trouverait guère dans le corpus des textes scolaires que ce folio conservé à Londres, présentant une écriture, elle aussi, assez soignée. Alors, sur une base de majuscules bibliques, l'écriture de notre codex mêle des tracés empruntés à l'autre grand style calligraphique de l'époque. Vous voyez ce qu'on appelle la majuscule alexandrine. Donc, on a notamment des mus donc, tantôt rigides, qui est le mu typique de la majuscule biblique, avec des mus arrondis, comme on le trouve dans la majuscule alexandrine. On a aussi des mélanges entre des alphas très anguleux et des alphas arrondis. Alors, plusieurs copistes sont à l'œuvre, sans qu'il soit toujours facile de les distinguer du fait de mélanges de traits stylistiques et aussi, on va dire, de l'adoption de styles d'écriture assez codifiés, assez canonisés. Par ailleurs, le texte lui-même est accompagné de décorations relevées de touches de couleur, souvent
sous la forme, voyez, de rinceaux végétaux, hein, se développant verticalement, comme c'est le cas ici, mais aussi plus rarement horizontalement. Deux fois, ces décorations prennent la forme d'un oiseau, comme vous le voyez ici, qui est un motif extrêmement fréquent qui dérive de ce qu'on appelle en grec la koronis. Un koronis veut dire justement la corneille, et qui marquait dans la librairie grecque antique la fin d'un livre ou d'un chapitre, mais qui finit par devenir, notamment dans les manuscrits coptes, purement, alors voilà une koronis grecque du IVe siècle avant, mais ce motif finit par devenir purement décoratif, comme vous le voyez dans ces manuscrits qui sont extrêmement récents puisqu'ils sont du XVIe siècle. Enfin, on a des décorations horizontales constituées d'ondulations, de traits ou de tildes répétés. Là encore, il s'agit de décorations qui sont assez communes dans les manuscrits coptes, et je vous en donne des exemples avec ce manuscrit toujours en provenance de Tis. Alors, outre la croix qu'on a sur la page 157, notre codex, eh bien, le motif du nœud apparaît 3 fois. Lui aussi, c'est un motif extrêmement utilisé dans l'enluminure des manuscrits coptes sur la longue durée. Voici un exemple du XIe siècle. J'aurais pu vous en montrer des dizaines et des dizaines. Alors, je n'insisterai pas plus longtemps sur la dimension esthétique de ce manuscrit, mais vous l'aurez compris, on a quelque chose, on a un livre qui tranche sur les autres cahiers d'école, même de maîtres d'école, que nous avons eu l'occasion de voir, notamment le papyrus Bourrian, que vous avez sur la droite de l'écran, et rien qu'en regardant l'écriture, vous voyez qu'on a vraiment une différence qualitative. Nous avons donc affaire à une pièce tout à fait singulière. Encore faut-il, pour qu'elle prenne toute sa valeur, que nous puissions la remettre dans son contexte temporel et géographique. Autrement dit, de quand date ce codex et d'où vient-il? La réponse à ces questions ne se trouve malheureusement pas inscrite dans le codex. Nulle date ni nom de lieu ne sont effectivement donnés. C'est l'éternelle malédiction des textes littéraires, en tout cas avant que ne s'instaure l'habitude d'inscrire à la fin du codex, sous la forme d'un colophon, un petit texte qui donne la date, le nom et le contexte dans lequel le manuscrit a été copié. Alors, pour déterminer la date de ce codex, nous devons nous en remettre à l'analyse de l'écriture, en ayant à l'esprit que la datation paléographique des manuscrits littéraires est d'autant plus difficile qu'ils ont recours à des styles d'écriture très codifiés qui durent dans le temps. Alors Scott Bucking a proposé de dater les écritures de notre codex du VIe ou VIIe siècle par comparaison avec d'autres manuscrits ainsi datés. Alors les manuscrits qui lui servent de parallèle, en l'occurrence un ensemble de 5 codex dont j'ai mis les références en bas, au milieu, ont été retrouvés dans un pot avec des monnaies indiquant que l'enfouissement de ces manuscrits se situe durant la fin du VIe siècle ou le tout début du VIIe siècle. Et leur excellent état de conservation semble indiquer qu'ils n'avaient pas eu le temps d'être manipulés, ce qui signifie qu'ils avaient dû être copiés peu de temps avant d'avoir été enterrés. Aussi peut-on dater ces 5 manuscrits d'environ 600 après Jésus-Christ. Disons fin 6e, tout début 7e. Alors reste à déterminer la provenance de notre codex, qui est une information décisive pour mieux comprendre dans quel contexte ce livre d'école a été utilisé. Et pour qui? Malheureusement, il n'a pas été trouvé dans des fouilles, mais il a surgi
sur le marché des antiquités après avoir été découvert de façon clandestine. Il a été acquis par un collectionneur américain, Lloyd Kotzen, qui était l'ancien PDG de Neutrogena Corporation, à la fin des années 90, et il est resté dans cette collection à Malibu avant que le propriétaire ne le dépose à la Kotzen Children's Library de l'université de Princeton, qui est une bibliothèque justement financée par Lloyd Kotzen et qui est spécialisée en livres d'enfants de toutes les époques. Et effectivement, on ne pouvait pas imaginer écrin plus adapté pour notre codex. Comme dans toutes les découvertes clandestines, nous sommes privés des informations de provenance. Alors, sommes-nous définitivement condamnés à ne pas savoir d'où vient ce manuscrit? Heureusement non. Il existe plusieurs méthodes pour tenter de pallier l'absence de données archéologiques. Alors, l'une d'elles consiste à scruter le contenu du manuscrit pour voir si un indice de sa provenance ne s'est pas par hasard glissé dans le texte. Et l'autre réside dans l'examen formel du manuscrit pour essayer de voir si sa forme, sa mise en page, son écriture ne serait pas caractéristique d'un atelier de production, d'un scriptorium. Or, nous avons, pour une fois, la chance inouïe de pouvoir obtenir des résultats positifs et convergents en appliquant ces deux méthodes. Alors, le contenu de ce livre d'école, sur lequel je vais revenir, je vais bientôt revenir en détail, eh bien, le contenu de ce livre recèle en effet un indice sur le contexte de copie de ce manuscrit. On trouve à la page 155-156 un colophon dont voici le début et la fin. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, notre Père Michel, notre Père Gabriel, Notre-Dame et Mère Marie, notre Seigneur et Père Adam, Notre-Dame et Mère Zoé. Alors Zoé, c'est Ève, en fait, c'est un nom qu'on a donné à Ève. Zoé, ça veut dire la vie en grec, et on trouve très souvent Ève mentionnée sous le nom de Zoé. Notre Père Appa Apollo, notre Père Anoup, puis là je saute quelques lignes et on termine par Amen. Souvenez-vous de, et malheureusement il y a une lacune. C'est le nom du copiste. Or, vous voyez, après la Trinité, les archanges et Adam et Ève, les deux noms qui sont cités, Appa Apollo et Appa Anoup, sont deux figures de saints moines dont la mémoire est attachée au monastère de Bawit. Alors Bawit, voilà où ça se situe, on est en Moyenne-Égypte. Je vous donne juste une photo d'une toute petite partie du site qui est toujours fouillée actuellement par une mission du Louvre et de l'Institut français d'archéologie orientale. Donc, Appa Apollo passe pour le fondateur du monastère de Bawit, auquel il a donné son nom. On parle du monastère d'Appa Apollo. Appa Anoup est associé avec Appa Phib à Appa Apollo sous la forme d'une triade qui est fréquemment invoquée à Bawit. Il se trouve aussi, mais c'est un argument, je dirais, de moindre portée, que dans les noms quadrisyllabiques, en epsilon, que contient ce livre, eh bien, se trouve le toponyme Hermoupolis, qui est une importante cité qui se situe à une vingtaine de kilomètres de Bawit, ce qui aurait pu amener le rédacteur de cette liste à y inclure ce nom. Enfin, toujours dans les indices textuels, on relève dans le colophon une forme de conjonctif, c'est un mode de copte, de conjonctif de la troisième personne du pluriel, ensu, au lieu de la forme, on va dire, normale, classique en saïdique, qui est nc. Et cette forme ensu est caractéristique de la Moyenne-Égypte. Aussi, Bucking conclut-il que ce codex viendrait du monastère d'Appa Apollo à Bawit.
L'importance du monachisme dans certains textes que contient ce codex, j'y reviendrai, indique de toute façon qu'il a été conçu pour l'enseignement dans un monastère. Cependant, comme on l'a déjà vu, le même Bucking rapproche l'écriture de notre livre de 5 manuscrits issus sans l'ombre d'un doute d'un autre monastère, celui d'Appa Jérémie à Saqqara. Donc vous voyez, on n'est plus du tout dans la même région. Ces 5 manuscrits auxquels on peut rajouter un sixième, outre les ressemblances paléographiques, partagent avec notre livre le fait d'être des codex ou des codices miniatures ou de poche. Voici, ce sont des pages, ils ont des pages qui ne dépassent pas les 10 ou 11 cm ou 13 cm de haut. Donc, là encore, on a affaire à des manuscrits miniatures. On retrouve aussi des similarités dans la décoration, qu'il suffise de comparer la partie, de comparer par exemple les oiseaux que l'on retrouve dans notre codex ainsi que dans un des codex provenant de Saqqara. Surtout, ce qui me paraît être tout à fait caractéristique est la similarité de ce motif de rinceau végétal. Et à ces convergences codicologiques s'ajoutent des rencontres formulaires, elles aussi troublantes. Les invocations du colophon commencent exactement comme celles que l'on retrouve dans les manuscrits d'Appa Jérémie. Alors je prends le codex C. Voici donc le colophon, pardon. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, notre Père Michel, notre Père Gabriel, notre Mère Marie, notre Mère Sibylla, Appa Jérémie, Appa Enoch. Souvenez-vous du frère Enoch, car il a pourvu à la copie de ce petit volume dans la paix. Amen. Alors si Bucking, tout en insistant sur les rapports qu'entretiennent le Codex Codsen avec les manuscrits d'Appa Jérémie, semble, je dois dire de façon un peu conséquente, opter pour une provenance du manuscrit, une provenance de Bawit, eh bien, Anne Boudor, dans le compte-rendu qu'elle fit de la publication de Bucking, considère que les invocations du colophon, avec notamment l'adresse aux archanges Michel et Gabriel, sont bien, je la cite, caractéristiques de Saqqara, et voit dans Appa Jérémie le lieu de production de notre codex. Ces invocations se retrouvent sur de nombreuses inscriptions qui ont été retrouvées dans ce monastère, débutant par une litanie des défunts. Alors, je n'en citerai qu'une, celle-ci, qui commence par le Père, le Fils, le Saint-Esprit, Michel, Gabriel, Marie, les 24 vieillards, donc les vieillards de l'Apocalypse, les vertus de l'Esprit, notre Père Adam, la mère Zoé, donc Ève, etc. Mais alors, pourrez-vous m'objecter, comment expliquer que l'éponyme du monastère de Bawit, Appa Apollo, soit cité dans les invocations du colophon de notre manuscrit, s'il vient d'Appa Jérémie? Eh bien, c'est qu'Apollo, ou plus généralement la triade dont il fait partie, n'est pas propre à Bawit, mais était elle aussi révérée à Saqqara. Prenons juste un exemple avec cette inscription d'Appa Jérémie, qui commence là encore par le Père, le Fils, le Saint-Esprit, notre Père Michel, donc les archanges, les 24 vieillards, etc. Et vous trouvez Appa Apollo et Appa Anoup qui sont cités. Il y a cependant une objection. Même si les litanies d'Appa Jérémie citent la triade de Bawit,
eh bien, cette dernière est toujours précédée par l'évocation du fondateur du monastère d'Appa-Jérémie, c'est-à-dire justement Appa-Jérémie, et les saints qui lui sont associés. Alors, Appa-Jérémie ou Appa-Apollo, Saqqara ou Bawit. Les indices codicologiques et paléographiques font pencher la balance du côté d'Appa-Jérémie, mais nous devons avoir à l'esprit que la production libraire d'Appa-Apollo, de Bawit, est méconnue du fait qu'aucun manuscrit copié dans ce monastère n'est parvenu jusqu'à nous, alors que l'existence d'un scriptorium à Bawit est très vraisemblable et il est donc très difficile de faire des comparaisons. Les indices dialectaux, Nsu à la place de Nc, font pencher la balance du côté de Bawit, mais la découverte de nouveaux textes fait sans cesse évoluer nos connaissances en dialectologie copte, et il n'est pas exclu que la forme présente dans notre livre n'ait pas existé plus au nord. Enfin, les indices que l'on peut tirer de la formulation de l'invocation sont ambigus puisqu'ils favorisent plutôt Appa-Jérémie, à l'exception de l'absence de l'invocation du moine fondateur, Appa-Jérémie, que l'on attendrait dans le colophon d'un manuscrit qui aurait été copié dans ce monastère. Non liquet. En fait, la situation indécise dans laquelle nous nous trouvons tient à ce que les deux monastères sont très proches dans leur style, dans leur organisation, dans leur tradition, et que dans bien des domaines, ils offrent un faciès similaire, voire identique. On a vu, d'après les inscriptions, que le fondateur du monastère d'Appa-Apollo, avec ses deux compagnons de triade, était révéré au monastère d'Appa-Jérémie, tandis que l'éponyme de ce dernier, Appa-Jérémie, était révéré à Bawit. De même, le premier est représenté à Saqqara et le second à Bawit, comme vous le voyez sur cette diapositive. On a aussi mis en lumière des affinités artistiques et architecturales entre les deux monastères. Et je cite un article de Dominique Binazé qui dit que la sculpture architecturale déployée au couvent de Saint-Jérémie à Saqqara présente des similitudes troublantes avec celle qui nous occupe, c'est-à-dire la sculpture de Bawit, à tel point que Chassina a publié un chapiteau de Saqqara comme provenant de l'église sud de Bawit. Donc vous voyez que c'est vraiment que les deux monastères présentent du point de vue architectural et décoratif des similitudes extrêmement fortes. Outre ce cousinage cultuel et artistique, les liens très étroits associent économiquement les deux établissements. Par exemple, des moines d'Appa-Jérémie séjournent à Appa-Apollo et vice-versa. Des moines des deux établissements sont associés dans les documents. On les voit collecter ensemble les impôts qu'ils perçoivent auprès de leurs fermiers, tandis que les responsables des affaires économiques de leur monastère, la diaconie, les responsables de la diaconie d'Appa-Jérémie confient à deux moines d'Appa-Apollo la perception des impôts qui leur reviennent dans une certaine zone. Et inversement, des moines d'Appa-Apollo chargés de l'impôt reçoivent un seau d'or de vin, d'après un document, des moines d'Appa-Jérémie. Donc on a affaire à deux monastères qui semblent avoir fonctionné de concert et, pourquoi pas, je lâche le mot, à des monastères jumeaux. Dans ces conditions, on comprend non seulement que les indices que renvoie notre codex soient ambivalents et favorisent une attribution aussi bien à l'un qu'à l'autre monastère, mais aussi, par voie de conséquence, que l'assignation de notre livre à l'un ou à l'autre établissement soit presque un faux problème, puisque nous avons affaire à un même milieu monastique et à un contexte culturel identique. Les copistes, comme ceux à qui l'on doit le Pécotsen, devaient circuler entre les deux monastères, la production livresque de l'un pouvant aussi alimenter la bibliothèque de l'autre. D'ailleurs, un des 5 manuscrits ou 6 manuscrits d'Appa-Jérémie que j'évoquais à l'instant, contemporain et formellement proche de notre codex, présente un colophon
présente un colophon copte et grec qui est bien intéressant pour la question qui nous occupe. Il est dû à un moine qui se dit le fils, il faut comprendre le fils spirituel, d'Apollo et de Jérémie, autrement dit appartenant aux communautés monastiques d'Appa Apollo et d'Appa Jérémie. Alors, voici la partie grecque du colophon. Seigneur, garde ton serviteur Antonios Mykos, calligraphe, Amen, fils d'Abba Apollo et d'Abba Jérémie. Alors, plutôt que de penser que ce copiste a été d'abord moine dans l'un, puis dans l'autre monastère, comme le propose Van Lanschot, on pourrait en déduire que les deux monastères ont fait finalement scriptorium commun. Si ce codex a pu être produit aussi bien à Appa Jérémie qu'à Appa Apollo, il a pu également être utilisé dans l'un ou l'autre établissement. Et l'étude des inscriptions relatives à l'organisation scolaire qui ont été retrouvées sur les murs de ces deux monastères nous ont montré l'an dernier que ces deux établissements avaient confié la tâche de maître d'école à un moine appelé dans chacun des établissements catéchétès et que les enfants y étaient regroupés dans un quartier appelé de façon identique dans les deux monastères cellule des enfants, qui était placée sous la responsabilité d'un moine qui était appelé Piot Etri Enkui, le père de la cellule des enfants. Donc même sous le rapport de l'éducation, les deux monastères partagent la même terminologie, évidemment terminologie qui est le reflet d'une même organisation. Aussi, après les inscriptions qui documentent la façon dont s'organisait le système éducatif de ces monastères, je n'y insisterai pas puisque j'ai eu l'occasion de développer ce point longuement l'an dernier, eh bien, avons-nous maintenant un des manuels qui servait aux maîtres de ces lieux pour donner leurs cours. Nous pouvons donc entrer dans les arcanes de leur pédagogie avec une précision que permet le volume de ce livre si bien conservé. Et pour une fois, la tuquée papyrologique, qui s'amuse souvent à nous jouer des tours en faisant disparaître des données importantes, eh bien, la tuquée papyrologique est d'une clémence exceptionnelle et nous livre une pièce, elle aussi exceptionnelle, qui vient parfaire notre connaissance de l'enseignement dans un monastère aux alentours de 600 après Jésus-Christ, et notamment l'enseignement copte, puisque cette pièce était complètement écrite dans cette langue, raison pour laquelle j'en ai réservé l'étude cette année. Alors après cette longue introduction, qui me paraissait néanmoins nécessaire pour mettre notre codex dans une perspective plus juste, venons-en à son contenu. Je vous propose de le feuilleter pour parcourir les exercices dans leur progression. Alors, on va commencer par ce que j'appelais la section 1. Alors malheureusement, elle est en lacune. Le début du codex est perdu, ou peut-être se trouve quelque part dans une collection privée. Peut-être qu'il surgira un de ces jours. Ce début perdu contenait probablement un ou plusieurs alphabets, dans l'ordre, et peut-être même à l'envers, ou peut-être, comme on l'a vu, en appareillant la première lettre à la dernière, la deuxième à l'avant-dernière, etc. Il est possible que cette section initiale ait occupé plus d'une page. Bon. On passe, après l'alphabet, ou les alphabets, on passe évidemment au syllabaire. Il s'agit, dans notre codex, d'un syllabaire trilitère d'un type nouveau, à deux égards. Normalement, et vous commencez à bien connaître les syllabaires, j'ai eu l'occasion de vous en présenter un certain nombre, normalement, les syllabaires trilitères se présentent sous la forme d'une voyelle qui est encadrée par deux consonnes, l'une étant fixe et l'autre variant. Or, ici, si la première lettre est bien une consonne, la dernière, variant selon l'ordre alphabétique, peut être aussi une voyelle. Alors, cela donne des séquences un peu bizarres,
et je dois dire assez peu plausibles, du genre duhu ou duhu, dohu, duhu, etc. Ce sont des combinaisons vocaliques curieuses. Le copiste a dû s'apercevoir qu'il aurait dû sauter les voyelles en troisième position, car il décida brutalement de se conformer à la règle en ne mettant plus que des consonnes à la fin. Et vous le voyez ici, on passe de tat à taf, c'est-à-dire qu'il a sauté le upsilon. Alors la seconde singularité de ce syllabaire est que les deux consonnes n'encadrent pas seulement une des 7 voyelles, mais aussi, après des traits de séparation que vous voyez ici, les séquences vocaliques ai, au, ei, eu, oi, ou. Ce sont les combinaisons vocaliques qui sont les plus attestées. C'est pour ça qu'elles ont été choisies. Enfin, on notera que, contrairement à d'autres syllabaires, comme celui que je vous ai présenté juste avant, du Michigan, eh bien, le nôtre intègre les lettres coptes sans les séparer dans une section à part. Nous avons donc affaire à un syllabaire complètement copticisé ou coptisé, comme vous voulez. Outre ces particularités, notre syllabaire est de loin le plus étendu de ceux que nous possédons, avec 16 pages sur la trentaine qui devaient être consacrées à cet exercice. Alors passons à la section suivante. Les mots disyllabiques et tétrasyllabiques. Donc nous passons au troisième stade, les lettres de l'alphabet, les syllabes, et enfin les mots, les onomatas, pour reprendre la terminologie grecque. Les onomatas classés par nombre de syllabes. Alors bizarrement, ici nous avons des mots disyllabiques et tétrasyllabiques, on n'a pas de mots trisyllabiques. Chaque demi-page, propose une colonne de 13, voire 14 mots commençant par la même lettre de l'alphabet. Ici, pi, rho, gamma. Bon. La même lettre de l'alphabet, prise selon l'ordre alphabétique, y compris les lettres coptes. Là encore, le copte est présent dans ces listes. Cet ordonnancement change avec les mots tétrasyllabiques, c'est le cas ici, dont l'initiale change, non toutes les demi-pages, mais comme vous le voyez, tous les six mots. Ce qui peut s'expliquer par la difficulté de trouver assez de mots tétrasyllabiques pour remplir une colonne, puisque le copte n'offre pas beaucoup de mots aussi longs, contrairement au grec. Donc là encore, on a un impact, je dirais, de la morphologie de la langue sur les constitutions de ces listes. Alors les mots sont théoriquement ordonnés en fonction du vocalisme de la première syllabe, a, e, eu, e, i, o, ou, o. Alors, comme nous l'avions vu dans la tablette du musée copte, la semaine dernière, on constate que le rédacteur de notre livre contrevient souvent à ce principe. Alors, regardons un petit peu la nature de ces mots. Prenons une colonne au hasard. La colonne des pi, dissyllabiques commençant par pi. Donc, vous voyez, on commence par pater, le père, mot grec, patros, génitif de pater. Ensuite, on a parre, qui est un mot copte, comme vous le voyez avec la lettre copte ori, qui veut dire remède, mais qui peut vouloir dire aussi couleur. Ensuite, on a pétré, qui pourrait être une forme copte du nom Pierre, à la place de Pétros. Après, un mot difficile à identifier. Ensuite, on a perche, qui veut dire ocre, rouge, rouille de blé. Ensuite, on a pexen, qui vient du grec puxion, tablette, ou puxinon, qui peut vouloir dire buis ou fait de buis. Ensuite, pitos,
mot grec qui signifie la jarre, polis, mot grec qui signifie cité, poueis, qui pourrait être un nom propre, pugé, qui est sûrement une faute, parce que pugé en grec ça veut dire les fesses, mais vu le contexte dans lequel on est, c'est probablement une erreur phonétique pour pégé, qui veut dire la fontaine, Pauline, qui est sûrement le mot grec polion, poulain, et podjet, qui pourrait être une variante de pokiet, qui veut dire chose étranglée. Bon. Alors, que constate-t-on? Eh bien, on a affaire à des mots grecs et à des mots coptes. Les premiers étant numériquement supérieurs. Les mots grecs sont pour la plupart attestés comme emprunts dans les textes littéraires ou documentaires, mais on trouve le mot pater, patros, décliné, le mot grec, décliné, patros, c'est le génitif, qui ne peut être un emprunt du copte, puisque les mots grecs, en entrant en copte, gardent leur forme nominative. Il n'y a pas de déclinaison. Mais cette forme patros implique une pratique du grec. Et on a vu cependant que le mot en question se trouve dans des parties très formulaires de documents pourtant écrits en copte ou dans des prières à une époque où la rédaction des documents impliquait la rédaction des documents grecs impliquait des invocations de documents coptes, impliquait des invocations en grec. De même que nous sommes à une époque aussi où la liturgie fait place au grec, et donc il peut être important de connaître la déclinaison de quelques mots élémentaires importants, comme par exemple le père, en grec. Alors, prenons maintenant la page qui précède. Elle a été récemment étudiée par Alain Delattre et Naïm Ventigame, et donc je m'appuierai sur leurs commentaires. Chacune des colonnes pose des problèmes particuliers. Alors, la première colonne donne des mots en xi. Or, cette lettre n'est pas naturelle en copte. Le copte préfère, pour rendre le son xe, préfère mettre un kappa et un sigma. Et le rédacteur de la liste a dû par nécessité se tourner évidemment du côté du grec. Les mots identifiables de cette colonne sont tous grecs et se retrouvent dans des listes purement grecques d'exercices scolaires grecs, parfois même anciennes. Par exemple, xanthos, qui veut dire jaune, blond, ou xanthos avec une majuscule, qui est soit le nom d'un héros troyen tué par Diomède, soit le nom du cheval d'Achille ou d'un fleuve divinisé de Troade. Eh bien, xanthos se retrouve dans plusieurs listes de noms scolaires, comme l'Ostracon Crum 525, qui est du 4e, 5e, le Pebingen, dont j'avais eu l'occasion de vous parler il y a déjà 2 ans, qui est du 5e, 6e, et le Pébourian, 5e, 6e. Moi, je préfère 6e, mais bon, voilà. C'est la datation qu'on donne maintenant à ce manuscrit. Xénos, qui suit, qui veut dire en grec étranger, se retrouve aussi dans le papyrus Bingen 17 et le papyrus Bourrian 1, ainsi que dans des listes bien plus tardives du 10e, 11e siècle, qui témoignent de la longévité de cet exercice et des listes utilisées. Le mot xyphos, qui veut dire épée en grec, est aussi présent dans le papyrus Bingen 17. Bref, vous voyez, ces listes de mots circulent dans le temps et dans l'espace, passant des cours de grec aux cours de copte, de l'enseignement classique où les références à la littérature profane sont exclusives, comme dans le papyrus Bourrian 1, à l'enseignement chrétien, comme en témoigne le papyrus Bingen 17 ou notre codex. Elles illustrent le phénomène de vulgate scolaire transmise de génération en génération, dont j'ai eu l'occasion de vous parler il y a 2 ans. Alors la difficulté pour un copte de trouver des mots commençant par xi explique aussi la présence de mots inventés. Xékos, qui est répété d'ailleurs 2 fois, Xoa, Xodjos, Xarkos,
Xaoured, Xerjef, etc., etc. Vous voyez d'ailleurs que la difficulté que j'ai à prononcer ces mots vous montre quel était finalement peut-être l'objectif de ces mots. Peu importe qu'ils existent, ce qui comptait, c'était qu'ils soient difficiles à prononcer, qu'ils constituent ainsi un exercice d'assouplissement de la prononciation des jeunes, comme, vous vous en souvenez, le préconisait Quintilien, que je cite, « Il ne sera pas préjudiciable d'exiger des enfants de cet âge pour que leur bouche soit plus déliée et leur langage mieux articulé, qu'ils débitent le plus vite possible des noms ou des vers d'une difficulté recherchée, formés d'un enchaînement de plusieurs syllabes qui se heurtent très durement entre elles et qui soient, pour ainsi dire, rocailleuses. » Même pour des mots inventés, eh bien, les maîtres ne faisaient pas preuve de beaucoup d'imagination, puisqu'ils allaient puiser dans des listes préexistantes. C'est le cas de Xoa, Xoa qui n'existe pas en grec, et qui se retrouve dans une liste du début de l'époque romaine, donc 6 siècles avant, le P. Genova de 53. En tout cas, les mots presque imprononçables de cette colonne de notre codex anticipent sur une section prochaine consacrée aux mots difficiles que j'aurai l'occasion de vous présenter la semaine prochaine. Alors, la colonne suivante est aussi singulière, mais pour d'autres raisons. Elle commence par la lettre omicron, O. Comme il y a peu de mots coptes en O, il faut là encore recourir au grec. C'est le cas des 2 premiers mots de la colonne, Oros, la montagne, qui est présent aussi dans le papyrus Bingen 17, et Oklos, foule, qui d'ailleurs est passé, qui est un mot grec qui est passé en copte. Ce sont des termes qui ont été peut-être choisis du fait qu'ils se rencontrent dans la phrase qui introduit le sermon sur la montagne, de Matthieu 5, 1, voyant les foules, il monta sur la montagne, et on a ce terme de Ross. Alors, le rédacteur de cette liste a eu surtout recours à un autre expédient pour pallier le petit nombre de mots coptes en omicron. Il utilise l'article indéfini ou qu'il préfixe à des mots commençant par diverses consonnes ou voyelles. Autrement dit, il triche. Il triche. En trahissant l'esprit de l'exercice. En plus, cela l'amène à ne pas respecter le nombre des syllabes. On a, par exemple, on est censé avoir des mots disyllabiques et upsalei, c'est trisyllabique, ou pistis, ou helpis, ou c'est trisyllabique, ou agapé, c'est quadrisyllabique, ou parthenia, ça dépend comment vous prononcez, c'est même 5 syllabes. Bon. On a le même phénomène à la page 87 et 102 de notre codex quand il s'agira de faire une liste des mots disyllabiques et quadrisyllabiques commençant par la lettre copte ti, cette lettre qui ressemble à une croix, très rare en début de mot. Aussi, une partie des mots en ti sont en fait soit des périphrases commençant par ti, qui veut dire donner en copte, suivi d'un substantif, par exemple tidoron, mot à mot donner don, c'est-à-dire faire don, ti pet nanouf, donner du bien, faire du bien, ou ti dikaiosune, rendre justice. Donc soit on a des mots commençant par ti, au sens de donner, soit on a des séquences verbales commençant par ti, qui veut dire aussi je. Par exemple, ti rupomeine, je résiste, ti nanoi kalos, je réfléchirai bien. Donc vous voyez, on n'a pas du tout affaire à un mot, mais à une séquence qui combine plusieurs mots. Les irrégularités se multiplient avec les mots quadrisyllabiques débutant avec une lettre copte où les entrées sont constituées non d'un mot mais de plusieurs, et encore plus que ce qu'on a vu à l'instant. Par exemple, Jo ebjoeis, dire au Seigneur ou louer le Seigneur, qui peut être aussi un impératif, loue le Seigneur. Jo rem pekchlel,
dans ta prière. Voilà. On voit comment les spécificités du copte ont pesé dans l'élaboration de ces listes, quitte à dénaturer l'exercice et à dévoyer sa fonction première en ne respectant plus que le principe de la lettre initiale. C'est le risque qu'encourt cet exercice s'il est coptisé. Mais le rédacteur a préféré courir ce risque plutôt que de ne pas l'adapter à sa langue. Et c'est une considération qui n'est pas indifférente pour saisir le profil du maître et du contexte dans lequel il dispense cet enseignement. Alors, vous voyez qu'il s'affranchit des règles de l'exercice, et ainsi affranchi de ces règles, eh bien, le rédacteur ou son modèle choisit les mots en fonction d'associations d'idées. Par exemple, on a une séquence upsalei, ou ros, ou rob, ou jo, où on a trois mots qui signifient plus ou moins chanson. Donc associations d'idées qui peuvent être renforcées par des rencontres textuelles, évidemment bibliques. Ainsi, les trois mots abstraits smou, eu et taio, qui signifient bénédiction, gloire, honneur, sont associés en sens inverse dans l'Apocalypse. 5.12, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance et la richesse et la sagesse et la force et l'honneur et la gloire et la louange. De même, les trois vertus théologales qui sont citées à la fin de la colonne, pistis, la foi, helpis, l'espérance, et agapé, la charité, sont combinées dans la première épître aux Corinthiens. Vous voyez, je vous ai mis la référence. Maintenant, trois choses demeurent, la foi, l'espérance et la charité. Ces trois mots, d'ailleurs, anticipent une autre section du Codex qui est consacrée aux vertus de l'Esprit Saint, où l'on retrouve nos trois vertus, ainsi d'ailleurs que Partheneia, qui se trouve ici et que l'on avait juste après ici. J'aurai l'occasion de revenir sur cette autre section. Signalons enfin le groupe de mots, et je mets des parenthèses, des guillemets, théoriquement quadrisyllabiques, commençant par ori et formant un tout cohérent qui semble emprunter à une œuvre littéraire. On a garde tes yeux, garde tes oreilles, garde ta langue, garde tes mains, garde tout cela de ce qui est mal. On pourrait voir dans cette série un emprunt à une espèce de rituel apotropaïque tiré d'un texte magique comme le propose David Frankfurter. Rarer est en effet utilisé dans les textes magiques pour la protection que l'on demande aux puissances supérieures, mais ici, la seconde personne du singulier, garde tes yeux, tes oreilles, ta langue, tes mains, serait étrange si on avait affaire à un rituel apotropaïque. Aussi faut-il plutôt y voir un extrait d'un texte éthique de nature parénétique, des conseils. Garde tes yeux, tes oreilles, ta langue, tes mains de ce qui est mal. À la lumière, par exemple, de Proverbe 21, 23, celui qui garde sa bouche et sa langue protège son âme des ennuis. Ou, par exemple, d'un des apophthegmes des pères du désert, la version copte 65, puissions-nous garder notre langue loin de tout mal. Et en plus d'ailleurs d'être un conseil moralement formateur, cette série permet accessoirement au maître de passer en revue quelques organes ou parties importantes du corps humain. Et au-delà des modèles, on voit se dessiner ou à l'œuvre les mécanismes qui président à, consciemment d'ailleurs ou inconsciemment, au choix des mots qui constituent ces lettres. Alors la section suivante, elle est très courte. Eh bien, ce sont les noms des lettres coptes.
Alors vous le voyez, on a la lettre copte qui est écrite et qui est suivie de son nom. Donc, Shei, Fei, Joré, pardon, Hooré, là je me suis trompé, c'est un Ori qu'il faut mettre, Jonjen, Kyone et Ti. Alors, notre codex offre ici une section qui n'a pas de parallèle dans les autres documents scolaires coptes, ni même grecs. Et pourtant, nous savons par Quintilien que les maîtres apprenaient aux élèves non seulement à écrire les lettres, mais aussi leurs noms. Je cite Quintilien, « Je n'approuve pas du tout, en effet, ce que je vois faire dans de très nombreux cas, faire apprendre tout petit le nom et la suite des lettres avant leur forme. Avec cette pratique, il leur est difficile de reconnaître les lettres, les enfants n'appliquant pas dès lors leur attention au tracé lui-même, puisqu'ils suivent leur mémoire qui va plus vite. Aussi, lorsque les maîtres croient avoir suffisamment fixé ces lettres dans l'esprit des élèves, en les écrivant dans l'ordre régulier, conforme à la coutume graphique, les tracent-ils dans l'ordre inverse, et ils les bouleversent ensuite par diverses permutations, jusqu'à ce que les enfants qu'ils instruisent reconnaissent les lettres d'après leur forme, non d'après leur ordre. Le mieux donc, comme on le fait pour les personnes, est de les informer à la fois de leur aspect et de leur nom. Le nom des lettres est ici dissocié de l'apprentissage de la forme des lettres elles-mêmes, qui devait être au tout début du cahier. Le maître n'a donc pas mis la charrue avant les bœufs, contrairement aux enseignants que critique Quintilien. Il a malgré tout repoussé la mémorisation du nom des lettres après les exercices de syllabation, considérant que le nom des lettres n'était pas nécessaire à la lecture et à la prononciation. Alors, les lettres, ici, les lettres coptes, apparaissent dans l'ordre adopté aujourd'hui, mais dont on a vu qu'il était loin d'être exclusif dans l'Antiquité. Il est d'un très grand intérêt pour l'histoire du copte, puisque nous n'avons quasiment aucune source ancienne qui nous donne le nom des lettres coptes. Il faut pour cela attendre les scalae du Moyen-Âge, ces sortes de glossaires qui ont été compilés par des coptes lettrés entre le XIe et le XIVe siècle, qui étaient soucieux de sauvegarder la langue de leur ancêtre, qui était en train de disparaître dans un monde qui est en train de plus en plus arabisé, donc sous la forme de listes qui donnent des équivalents arabes au nom copte. Eh bien, il faut attendre les scalae du Moyen-Âge pour avoir le nom des lettres coptes. Or, ces noms sont tardifs, et ils ont été d'ailleurs pour la première fois, le premier à les avoir fait connaître, c'est Athanas Kircher, en publiant des scalae dans son Prodromus Coptus en 1636 et dans son Lingua Aegyptiaca de 1643. Et vous voyez que les noms de lettres qui tirent de ces scalae sont assez différents, voilà le nom des lettres, de ceux que l'on a dans notre liste. Mais les noms de notre liste se rapprochent de la seule autre source ancienne. Quand je vous ai dit qu'il fallait attendre les scalae, en fait, j'ai sauté intentionnellement un texte qui a été publié il n'y a pas si longtemps que ça, en 2004, qui est le Papyrus Bodmer 41, qui est du IVe siècle et qui donne effectivement, dans une partie malheureusement assez mal conservée, les lettres, le nom des lettres. Alors, ici, je dois dire qu'en regardant la photo, mais la photo n'est pas très très bonne, en regardant une meilleure photo, j'ai l'impression qu'en fait, il faudrait plutôt lire un omicron ici, ce qui serait beaucoup plus proche de l'orthographe du nom que l'on a dans notre codex. Alors voilà le tableau. Là, vous avez une vue d'ensemble du nom des lettres à partir des deux sources anciennes, c'est-à-dire notre codex, le Papyrus Bodmer 41, et ensuite les scalae publiés par Kircher, et enfin le nom des lettres repris dans le dictionnaire copte de Crum. Voilà.
Alors, on va s'arrêter aujourd'hui sur cette section, car la section suivante, qui est une des plus intéressantes de notre codex, va nous demander un petit peu de temps. Donc, j'interromps, disons, le parcours de ce codex à cet endroit, et je vous remercie.